Loi 40. N'hésitez pas à payer le prix. Principe. Ce qui est gratuit est suspect. Cela cache soit un piège, soit une obligation. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. Le juste prix acquitté, vous ne demeurez l'obligé de personne. Et qu'il ne soit pas question de rabais, on ne lésine pas quand il est question d'excellence. Soyez prodigue avec discernement. La générosité est un signe et un aimant du pouvoir. L'argent et le pouvoir. Lorsqu'il est question de pouvoir, tout doit être jugé par son coût, car tout a un coût. Ce qui est gratuit ou bradé s'accompagne généralement de fumeuses obligations, de compromis sur la qualité, donc d'incertitudes, etc. Les gens de pouvoir apprennent très vite à protéger leurs ressources majeures, leur indépendance et leur marge de manœuvre. Ils acquittent le prix fort et restent libres de tout engagement et de tout souci. Dépenser de façon libérale fait apprendre que la générosité est une valeur stratégique sur le thème de « un prêté pour un rendu ». Un cadeau approprié fait du destinataire votre obligé. Il vous renverra l'ascenseur. La générosité adoucit les gens. Ils deviennent plus faciles à berner. Une réputation de prodigalité vous fera gagner leur admiration tout en les distrayant de vos jeux de pouvoir. En offrant stratégiquement vos richesses, vous charmerez les autres courtisans et vous ferez des heureux qui pourront devenir des alliés. Observez vos modèles, les Jules César, les reines Élisabeth, les Michel-Ange et autres Médicis. Pas un avare parmi eux. Même les plus grands escrocs ne regardaient pas à la dépense pour mettre en scène leurs plus beaux coups. Un portefeuille soigneusement cadenassé n'est guère attirant. Lorsque Casanova décide de séduire, il se donne complètement, et son portefeuille avec. Les gens de pouvoir savent que l'argent a une grande valeur psychologique. Il met de l'huile dans les rouages sociaux. L'impact de l'argent sur les autres est une arme de leur arsenal. Tout le monde peut jouer avec l'argent, mais beaucoup s'enferment dans un refus autodestructif de s'en servir de façon stratégique et créative. Ceux-là sont l'exact opposé des personnes de pouvoir. Apprenez à les reconnaître pour tourner leur rigidité à votre avantage. On distinguera les types suivants. Le requin. Pour lui, l'argent n'a pas d'odeur. Froid et sans pitié, il ne prend en considération que la balance de son livre de compte. Les gens ne sont pour lui que des pions ou des obstacles à son enrichissement. Il foule aux pieds les sentiments d'autrui et s'aliène d'importants alliés. Personne ne veut travailler avec le requin qui finit, au bout de quelques années, complètement isolé. Cela le mène à la ruine. Le requin est la cible idéale des escrocs. Ébloui par l'attrait de l'argent facile, il gobe sans broncher l'hameçon, la ligne et le plomb. Il est facile à duper parce qu'il passe tellement de temps dans les chiffres, et non parmi ses semblables, qu'il ne comprend rien à la psychologie, à commencer par la sienne. Face au requin, le choix est simple, soit partir en courant, soit miser sur son avidité pour le détrousser. Le mesquin. Les gens de pouvoir jugent toute chose selon son coût, non seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de temps, de dignité et de sérénité d'esprit. Et c'est exactement ce que le mesquin ne sait pas faire. Il perd un temps précieux en marchandage et se ronge en permanence, se demandant s'il n'aurait pu avoir la même chose ailleurs pour moins cher. De plus, le produit qu'il finit par acheter est souvent défectueux. Soit il a besoin de coûteuses réparations, soit il fera 2 fois moins d'usage qu'un objet de qualité. Le coût de ce genre de quête névrotique en écarte les gens de bon sens qui payent sans broncher le prix normal. Ils y gagnent du temps et de la tranquillité d'esprit. Mais pour le mesquin, le marchandage est une obsession, une fin en soi. Ce genre de personnage ne semble faire du mal qu'à lui-même, seulement son attitude est contagieuse. À moins que vous ne lui résistiez, il finira par vous empoisonner l'esprit avec l'idée troublante que vous auriez mieux fait de chercher la vraie bonne affaire. N'essayez ni de le convaincre, ni de le changer. Payez le prix de votre tranquillité
et dites-vous que la vie est bien plus qu'un vaste marchandage. Le sadique. Le financier sadique joue le rôle du pouvoir de façon brutale. Son argent lui sert à mener l'autre par le bout du nez. Il s'amuse par exemple à vous faire attendre ce qu'il vous doit, jurant ses grands dieux que son chèque est posté. S'il est votre employeur, il se mêle de tout ce que vous faites, ergotant à vous en donner des ulcères. Le sadique pense qu'en payant son achat, il achète aussi le droit de martyriser le vendeur. Il ne perçoit rien de l'aspect relationnel de l'argent. Si vous avez le malheur de tomber sur ce genre d'individu, il est peut-être préférable à long terme de perdre un peu d'argent plutôt que d'entrer dans son jeu destructeur. Le mécène universel. La générosité a un rôle précis à jouer dans les jeux de pouvoir. Elle attire les gens, les met en confiance, les corrompt. Mais il faut s'en servir dans le cadre d'une stratégie, avec un but précis en tête. Le donateur primaire, à l'inverse, est généreux parce qu'il a besoin d'être aimé et admiré de tous. Ainsi, ses libéralités sont tellement débordantes et pathétiques qu'elles n'ont pas forcément l'effet désiré. S'il donne à tout le monde, pourquoi le bénéficiaire se sentirait-il reconnaissant? Aussi tentant que cela puisse paraître de vous mettre dans la poche un mécène universel, vous vous sentirez vite surchargé par ses insatiables besoins affectifs. Violation de la loi. Violation, exemple 1. Peu après la conquête du Pérou par Francisco Pizarro en 1532, l'or de l'Empire Inca inonda l'Espagne. Du haut en bas de l'échelle sociale, les Espagnols se prirent à rêver aux richesses du Nouveau Monde. La rumeur se répandit qu'un chef amérindien de l'est du Pérou se couvrait rituellement de poussière d'or une fois l'an avant de se tremper dans un lac. Bientôt, l'expression « El Dorado », l'homme d'or, désigna un empire, l'Eldorado, plus riche encore que celui des Incas, aux rues pavées d'or, aux bâtiments dorés à la feuille. Cette fable paraissait plausible, car un chef qui pouvait se permettre de jeter de la poussière d'or dans un lac était pour sûr à la tête d'un empire fabuleux. Très vite, les Espagnols se mirent à la recherche de l'Eldorado dans tout le nord de l'Amérique latine. En février 1541, la plus importante expédition de cette aventure, conduite par Gonzalo Pizarro, frère de Francisco, partit de Quito, en Équateur. Vêtus d'armures rutilantes et de chatoyantes soieries, 340 Espagnols se dirigèrent vers l'est, accompagnés de 4000 Amérindiens qui servaient de porteurs et d'éclaireurs, de 4000 porcs, de dizaines de lamas et de près de 1000 chiens. Mais l'expédition rencontra bientôt des pluies torrentielles qui firent moisir les équipements et pourrir la nourriture. Gonzalo Pizarro interrogeait les Indiens qu'il croisait. Ceux qu'il soupçonnait de lui cacher des informations ou qui n'avaient simplement jamais entendu parler de ce fabuleux royaume étaient torturés et jetés aux chiens. La réputation sanguinaire des Espagnols les précéda. Les Amérindiens comprirent que la seule façon d'échapper à la cruauté de Gonzalo était d'inventer des histoires sur l'Eldorado pour l'envoyer le plus loin possible. Suivant les indications données par les Amérindiens, Gonzalo et ses hommes s'enfoncèrent de plus en plus dans la jungle. Le moral des explorateurs s'enlisa. Leurs uniformes n'étaient plus que guenilles, ils avaient jeté leurs armures rouillées. Leurs chaussures tombaient en morceaux et ils marchaient pieds nus. Leurs porteurs étaient morts ou avaient déserté. Ils avaient mangé les porcs, puis les chiens et les lamas. Ils vivaient de racines et de fruits. Comprenant qu'ils ne pouvaient continuer ainsi, Gonzalo Pizarro décida de continuer par voie fluviale et fit fabriquer un radeau en bois pourri. Mais la descente du Napo n'était pas tâche facile. Dressant un camp sur ses rives, Gonzalo envoya des éclaireurs en aval pour trouver des villages amérindiens et de la nourriture. Il attendit indéfiniment leur retour. Ils avaient déserté et continuaient seuls la descente du fleuve. La pluie. Toujours la pluie. Les hommes de Gonzalo avaient oublié l'Eldorado. Ils ne songeaient qu'à retourner à Quito. Finalement, en août 1542,
Seule une centaine de rescapés, sur une expédition qui en comptait des milliers, réussirent à retrouver leur chemin. Les habitants de Quito crurent qu'ils revenaient de l'enfer. En loques, la peau sur les os et couverts de plaies, ils étaient méconnaissables. En plus d'1 an et demi, ils avaient parcouru une boucle de quelques 3000 kilomètres, à pied. Les énormes sommes d'argent investies dans l'expédition étaient intégralement perdues. On n'avait trouvé ni Eldorado, ni or. Interprétation. Comme si le désastre de Gonzalo Pizarro n'avait pas suffi, les Espagnols continuèrent à lancer expédition sur expédition à la recherche de l'Eldorado. Comme Pizarro, les conquistadors brûlaient et pillaient les villages, torturaient les Amérindiens, enduraient d'inimaginables souffrances et ne trouvaient pas un gramme d'or. Le coût de ces expéditions successives est proprement ahurissant, et pourtant, malgré la futilité de la quête, le fantasme perdura. Non seulement la quête de l'Eldorado coûta la vie à des millions d'Amérindiens et d'Espagnols, mais elle ruina l'Empire espagnol. L'or était devenu l'obsession de l'Espagne. Les trésors inouïs envoyés en métropole servaient à financer d'autres expéditions et l'achat de produits de luxe, et non pas à l'agriculture et autres investissements productifs. Des villes entières furent dépeuplées, leurs hommes étant partis chercher l'or. Les fermes tombaient en ruine, l'armée manquait de recrues pour ses guerres en Europe. À la fin du XVIIe siècle, le pays avait perdu plus de la moitié de sa population. La seule ville de Madrid était passée de 400 000 habitants à 150 000. À cause du peu de retour sur d'aussi énormes investissements année après année, l'Espagne entama un déclin dont elle ne se remit jamais. Le pouvoir demande une discipline personnelle. La perspective d'un enrichissement, surtout facile et rapide, détruit la personnalité. Le nouveau riche pense qu'il est toujours possible d'avoir plus. La gratuité, l'argent tombé du ciel est au coin de la rue. Pris dans cette illusion, les plus avides négligent les réels instruments du pouvoir, la maîtrise de soi, le zèle de ses collaborateurs, etc. Comprenez bien, à une exception près, la mort, jamais destin ne change de but en blanc. Un enrichissement soudain ne peut être qu'éphémère, car il ne repose sur nulle fondation. Ne laissez pas l'appât du gain vous faire quitter la solide et durable forteresse du véritable pouvoir. Faites du pouvoir votre but, l'argent suivra. Quant au mirage de l'Eldorado, laissez-le aux naïfs et aux imbéciles. Violation, exemple 2. Au début du XVIIIe siècle, la société anglaise n'avait Dieu que pour le duc et la duchesse de Marlborough. Le duc, après plusieurs campagnes contre la France, était considéré comme le plus grand stratège d'Europe. Sa femme, la duchesse, après d'interminables intrigues, avait gagné le titre de favorite de la reine Anne, qui occupait le trône d'Angleterre depuis 1702. En 1704, le triomphe du duc à la bataille de Blenheim fit de lui le plus grand du royaume. Pour l'honorer, la reine lui attribua un vaste domaine foncier à Woodstock et de quoi y construire un grand palais. Ayant déjà baptisé sa future demeure palais de Blenheim, le duc choisit comme maître d'œuvre le jeune John Vanbrugh, une sorte d'humaniste à la manière de la Renaissance, dramaturge aussi bien qu'architecte. Le chantier s'ouvrit pendant l'été 1705, en grande pompe et nourri de grands espoirs. Vanbrugh avait un sens de l'architecture quasi théâtrale. Son palais serait un monument à l'éclat et au pouvoir des Marlborough. Il comptait y créer des lacs artificiels, de gigantesques ponts, des jardins raffinés et autres fantaisies. Depuis le début, cela ne plaisait qu'à moitié à la duchesse. Elle avait le sentiment que Vanbrugh gaspillait de l'argent pour une énième rangée d'arbres. Pour elle, le palais devait être fini le plus vite possible. Elle harcelait Vanbrugh et ses ouvriers sur les détails les plus insignifiants. Les moindres broutilles la rongeaient. La construction avait beau être entièrement financée par la couronne, elle comptait le moindre sou.
Ses récriminations au sujet de Blenheim, entre autres, creusèrent un fossé définitif entre la reine et elle. En 1711, elle fut renvoyée de la cour et sommée de libérer ses appartements du palais royal. Lorsque la duchesse partit, rageant de perdre sa position et surtout sa pension, elle vida l'appartement de tous ses aménagements, jusqu'au moindre poignet de porte. Pendant les 10 années qui suivirent, le chantier de Blenheim se poursuivit par intermittence, au gré des financements qui allaient s'amenuisant. La duchesse s'était mis en tête que Vanbrugh voulait sa ruine. Elle ergotait sur chaque chargement de pierre et chaque boisseau de chaux, comptait chaque mètre de ferrure et de lambris en bois précieux, harcelait les ouvriers, artisans et maîtreurs. Marlborough, vieux et las, ne désirait qu'une chose, s'installer dans son palais pour le reste de son âge, mais le projet s'embourba dans un cloaque de litiges. Les ouvriers intentèrent un procès à la duchesse pour leur salaire, et la duchesse se retourna contre l'architecte. Au milieu de ces interminables complications, le duc mourut. Il n'avait pas passé une seule nuit dans son palais bien-aimé. Après la mort de Marlborough, il apparut qu'il était propriétaire de vastes domaines qui valaient plus de 2 millions de livres. C'était plus qu'assez pour finir de payer le palais. Mais la duchesse ne se laissa pas fléchir. Elle retint les salaires de Vanbrugh et de ses ouvriers jusqu'à ce que l'architecte démissionne. L'homme qui le remplaça finit Blenheim en quelques années, suivant à la lettre les dessins de Vanbrugh. Celui-ci mourut en 1726, banni du palais par la duchesse. Il ne vit jamais son œuvre la plus grandiose. Précurseur du mouvement romantique, Blenheim avait lancé un style d'architecture radicalement nouveau. Il lui en avait coûté 20 ans de cauchemar. Interprétation. Pour la duchesse de Marlborough, l'argent était le moyen de s'adonner à des jeux de pouvoir sadiques. Elle concevait la perte d'argent comme une perte symbolique de pouvoir. Vanbrugh ne faisait qu'attiser cette tension. C'était un grand artiste, et elle lui enviait sa créativité autant que sa célébrité qu'elle ne pouvait atteindre. Elle n'était peut-être pas aussi douée que lui, mais elle avait les moyens financiers de le torturer sur les moindres détails, en d'autres termes, de lui rendre la vie infernale. Ce genre de sadisme lui coûta très cher. La construction, qui aurait dû durer 10 ans, en demanda 20. Son attitude empoisonna nombre de ses relations, entraîna son exclusion de la cour, fit profondément souffrir le duc, qui ne cherchait qu'à vivre en paix à Blenheim, donna lieu à des procès sans fin et gâcha la vie de Vanbrugh pendant des années. Le verdict final de la postérité est que Vanbrugh fut reconnu comme un génie, alors qu'on ne retint de la duchesse que sa pingrerie. Les gens de pouvoir se doivent d'être grands seigneurs. Jamais ils ne peuvent s'abaisser à la mesquinerie. L'argent est le meilleur moyen de mettre à l'épreuve cette grandeur. Mieux vaut dépenser largement et se créer une réputation de générosité, cela finit par rapporter beaucoup. Ne laissez jamais des détails financiers vous faire perdre de vue l'image que les gens ont de vous. Leur rancune peut coûter cher sur le long terme. Si vous voulez vous mêler du travail de ceux que vous avez embauchés, au moins payez-les bien. Votre argent achètera leur soumission mieux que vos étalages de pouvoir. Respect de la loi. Respect de la loi, exemple 1. Pietro Aretino, dit l'Arétin, fils d'un pauvre cordonnier, s'était rendu célèbre en écrivant des satires mordantes. Mais comme tout artiste de la Renaissance, il avait besoin d'un mécène qui lui offre un mode de vie confortable sans pour autant interférer dans son travail. En 1527, l'Arétin tenta une stratégie de parrainage inédite. Il quitta Rome pour s'installer à Venise où il n'était guère connu. Il disposait d'un joli petit pécule qu'il avait réussi à épargner, mais c'était là toute sa fortune. Néanmoins, aussitôt installé, il ouvrit grand ses portes aux riches comme aux pauvres, les régalant de banquets et de distractions. Il se lia d'amitié avec tous les gondoliers, leur offrant de généreux pourboires. Dans les rues,
et il distribuait généreusement son argent aux mendiants, orphelins, lavandières. Le mot se répandit chez les roturiers de la ville qu'Aretino était plus qu'un grand écrivain. C'était un homme de pouvoir, une sorte de seigneur. Bientôt, artistes et hommes influents devinrent les familiers de la maison de l'Arétin. En quelques années, il devint incontournable. Aucun dignitaire de passage à Venise ne serait reparti sans lui rendre visite. Il avait dépensé la plus grande partie de son épargne, mais sa générosité lui avait acheté influence et renommée, ces pierres angulaires du pouvoir. À la Renaissance, en Italie comme ailleurs, dépenser était le privilège des riches. L'aristocratie prit donc l'Arétin pour un homme d'influence, puisqu'il dépensait sans compter. Et comme cela vaut la peine d'acheter l'amitié d'un homme d'influence, l'Arétin se retrouva comblé de cadeaux et d'importantes sommes d'argent. Ducs et duchesses, riches marchands, papes et princes, tous se disputaient ses faveurs et le couvraient de présents. Bien sûr, la prodigalité de l'Arétin était calculée, et sa stratégie fut un triomphe. Mais pour s'assurer un véritable confort, il avait besoin d'un grand mécène très généreux. Ayant en quelque sorte étudié le marché, il se fixa sur le richissime marquis de Mantoue, auquel il dédicaça un poème épique. C'était une pratique courante chez les artistes qui recherchaient un mécénat. En échange d'une dédicace, ils étaient gratifiés d'une pension qui leur permettait d'écrire sans souci le poème suivant. Ils passaient ainsi leur vie dans une sorte de servage. Mais l'Arétin, lui, voulait le pouvoir, et non un misérable salaire. En dédicaçant le poème, il précisa que c'était un cadeau. Il indiquait ainsi qu'il traitait d'égal à égal avec le marquis et qu'il ne cherchait pas à mendier quoi que ce soit. Sa tactique du don ne s'arrêta pas là. Ami intime des deux plus grands artistes de Venise, le sculpteur Jacopo Sansovino et le peintre Titien, il les convainquit de participer à sa stratégie. L'Arétin avait soigneusement étudié le marquis avant de s'attaquer à lui. Il connaissait à fond ses goûts. Il fut donc capable de conseiller Sansovino et le Titien quant au thème qui lui plairait le plus. Et lorsqu'il lui fit présent d'une sculpture de Sansovino et d'un tableau du Titien, le marquis ne se tint plus de joie. Au cours des mois suivants, l'Arétin continua ses envois de présents. Sabres, sels, cristaux vénitiens, bref, toutes choses que le marquis prisait. Bientôt, l'Arétin, le Titien et Sansovino reçurent des cadeaux en retour. Mieux, lorsque le gendre d'un ami de l'Arétin se retrouva en prison à Mantoue, celui-ci réussit à obtenir sa libération grâce à l'intervention du marquis. Cet ami, un riche marchand, avait une grande influence à Venise. Grâce au service qu'il lui avait rendu à l'aide du marquis, l'Arétin avait acheté la reconnaissance de cet homme, qui l'aida désormais à chaque fois qu'il le pouvait. Ainsi son cercle d'influence s'élargit. De temps à autre, l'Arétin pouvait lui aussi payer le marquis de retour en l'aidant dans ses intrigues amoureuses. Petit à petit, cependant, leur relation se dégrada, car l'Arétin finit par trouver sa générosité chichement récompensée. Mais jamais il ne s'abaissa à geindre ou à quémander. Dans la mesure où leurs échanges de cadeaux les avaient mis sur un pied d'égalité, il eût été déplacé de parler d'argent. Il se retira simplement du cercle du marquis et partit jeter son dévolu sur d'autres proies. D'abord le roi de France François Ier, puis les Médicis, le duc d'Urbino, l'empereur Charles Quint, et ainsi de suite. Avec d'aussi nombreux mécènes, il ne dépendait jamais d'aucun, et son pouvoir semblait l'égal de celui d'un grand seigneur. Interprétation. L'Arétin avait compris deux des propriétés fondamentales de l'argent. D'abord, c'est le fait de circuler qui en fait un instrument de pouvoir. L'argent sert à acheter non pas des objets inanimés, mais de l'influence sur les gens. En assurant une circulation constante de l'argent qu'il possédait, l'Arétin parvint à s'acheter un cercle croissant d'influence qui compensèrent largement ses dépenses.
Ensuite, il avait compris la valeur clé du cadeau. Faire un présent à quelqu'un implique que vous êtes au moins son égal, voire que vous lui êtes supérieur. Le don entraîne par ailleurs une dette ou une obligation. Lorsque, par exemple, des amis vous offrent quelque chose, soyez sûr qu'ils attendent autre chose de vous en retour, et que pour l'obtenir, ils vous feront sentir le poids de cette dette. Le mécanisme n'est peut-être pas conscient, mais c'est ainsi qu'il fonctionne. L'Arétin évita soigneusement de mettre de telles entraves à sa propre liberté. Au lieu d'attendre servilement des puissants qui lui offrent un train de vie agréable, il dynamisa l'échange. Loin de souscrire une dette envers les gens de pouvoir, il fut leur créancier. C'était le début de sa stratégie du cadeau, à une échelle qui lui permit d'atteindre les plus hautes sphères. À la fin de sa vie, c'était l'écrivain le plus connu d'Europe. Comprenez bien, l'argent détermine les relations de pouvoir, mais ces relations ne dépendent pas de la somme que vous possédez. Elles dépendent de la façon dont vous vous en servez. Les gens de pouvoir donnent généreusement, achetant des influences plutôt que des objets. Si vous acceptez une position d'infériorité parce que vous n'êtes pas encore riche, vous risquez de ne jamais le devenir. Ayez le culot cul arétin avec l'aristocratie italienne. Comportez-vous en égal des riches. Jouez au grand seigneur, donnez avec libéralité. Laissez votre porte ouverte et votre argent en circulation. Vous bâtirez ainsi la façade du pouvoir grâce à l'alchimie qui transmute l'argent en influence. Respect de la loi, exemple 2. Peu après que le baron James Rothschild eut fait fortune à Paris, au début des années 1820, il eut à faire face à un problème insoluble. Comment un juif allemand, totalement étranger à la société française, pouvait-il gagner le respect d'une aristocratie xénophobe? Rothschild savait ce qu'est le pouvoir. Il savait que sa fortune lui offrait une situation. Mais s'il demeurait incapable de se faire admettre dans le beau monde, ni sa fortune, ni sa situation ne seraient durables. Il étudia donc ses contemporains en se demandant comment les conquérir. La charité, les Français n'en avaient que faire. L'influence politique, ils l'avaient déjà et cela ne le servait pas forcément. Leur point faible, décida-t-il, était l'ennui. Sous la Restauration, l'aristocratie française s'ennuyait. Rothschild se mit donc à recevoir et y consacra des sommes astronomiques. Il embaucha les meilleurs architectes pour dessiner son jardin et sa salle de bal. Marie-Antoine Carême, le plus connu des chefs français, préparait chez lui les réceptions les plus somptueuses qu'ait jamais connues Paris. Elles avaient beau être offertes par un juif allemand, aucun Français n'y résistait. Les soirées hebdomadaires chez les Rothschild attirèrent de plus en plus de monde. En quelques années, il gagna ainsi la seule chose qui assure le pouvoir à un étranger, l'intégration sociale. Interprétation. La stratégie de la générosité est un instrument extrêmement efficace pour s'assurer des bases, surtout lorsqu'on est étranger. Mais le baron de Rothschild voyait encore plus loin. Il savait que c'était son argent qui avait élevé une barrière entre lui et les Français, le faisant en quelque sorte paraître laid et indigne de confiance. La meilleure façon de dépasser cela était de gaspiller des sommes énormes, un geste montrant que, à ses yeux, la culture et la société française étaient sans prix. Les réceptions des Rothschild étaient l'équivalent du potlatch des Indiens du Nord-Ouest américain. C'était en dilapidant périodiquement ses réserves de nourriture dans une orgie géante, autour d'un grand feu, que telle tribu affirmait jadis son pouvoir sur les tribus voisines. La source de ce pouvoir n'était pas la richesse en soi, mais la capacité de la dépenser. Autrement dit, la confiance qu'avait la tribu en sa supériorité, qui la rendait capable de reconstituer les réserves dissipées. Les soirées du baron reflétaient son désir de s'intégrer non seulement au monde des affaires français, mais aussi à sa société. En sacrifiant une partie de sa fortune à ses potlatchs, il espérait prouver que son pouvoir, au-delà de l'argent, s'étendait jusqu'au domaine infiniment plus précieux de la culture.
Rothschild acheta peut-être ainsi son intégration sociale, mais le soutien qu'il en tira était sans prix. Pour assurer la pérennité de sa fortune, il devait la gaspiller. C'est là en résumé toute la stratégie de la générosité. Consacrer son argent non à acheter des biens, mais à conquérir les cœurs. Respect de la loi, exemple 3. Dans la Florence de la Renaissance, les Médicis avaient bâti leur immense pouvoir sur la fortune qu'ils avaient amassée grâce à la banque. Mais à Florence, très ancienne république, l'idée que l'argent pouvait acheter le pouvoir allait à l'encontre de toutes les valeurs démocratiques qui faisaient la fierté de la cité. Cosmé l'Ancien, premier grand personnage de la dynastie des Médicis, géra cela en restant discret. Jamais il n'exhibait sa richesse. Mais lorsque vint le tour de son petit-fils Lorenzo, dans les années 1470, la fortune familiale était devenue trop considérable et son influence trop notoire pour demeurer caché plus longtemps. Lorenzo, qui serait surnommé Laurent le Magnifique, résolut le problème à sa façon, en mettant en œuvre la stratégie de la distraction qui a toujours réussi aux gens riches. Il devint le plus illustre mécène de toute l'histoire de l'art. Non seulement il dépensait sans compter dans l'achat de tableaux, mais il créa aussi les plus célèbres écoles de peinture d'Italie. C'est dans l'une de ces écoles qu'il remarqua le jeune Michel-Ange. Il l'invita à venir vivre chez lui. Il fit de même avec Léonard de Vinci. Une fois sous son aile, Michel-Ange et Vinci s'acquittèrent de sa générosité en lui restant fidèles. Lorsque Lorenzo se heurtait à un ennemi, il brandissait l'arme du mécénat. En 1472, la ville de Pise, ennemie traditionnelle de Florence, menaça de se rebeller. Lorenzo apaisa ses habitants en dotant richement leur université, naguère la fierté de la ville, mais depuis tombée en décadence. Les Pisans succombèrent à cette manœuvre insidieuse qui faisait d'une pierre deux coups. Elle nourrissait leur amour de la culture et émoussait leur désir de se battre. Interprétation. Certes, Laurent le Magnifique aimait les arts, mais son mécénat avait une fonction toute pratique, ce dont il était parfaitement conscient. Dans la Florence de l'époque, la banque était peut-être le moyen le moins estimé de gagner de l'argent et n'était certes pas source de respectabilité. Or, les arts, qui en constituaient le pôle opposé, la transcendaient presque. En s'adonnant au mécénat, Lorenzo faisait oublier la source douteuse de sa fortune et acquérait une certaine noblesse. C'est le meilleur usage que l'on puisse faire de la stratégie de la générosité. S'en servir pour détourner l'attention d'une réalité peu reluisante en se drapant dans le manteau de l'art ou de la religion. Respect de la loi, exemple 4. Louis XIV était un fin stratège en matière d'argent et de pouvoir. Lorsqu'il monta sur le trône, la noblesse était prête à la rébellion, une épine dans le pied de la monarchie. Il appauvrit les aristocrates en leur faisant dépenser des sommes faramineuses pour se maintenir à la cour. Dépendant de la générosité royale, ils étaient pris au piège. Après quoi Louis XIV réduisit les nobles à merci par la stratégie de la générosité. Voici comment il s'y prenait. Lorsqu'il avait besoin de séduire ou de mater tel ou tel récalcitrant, il puisait dans son immense richesse pour préparer le terrain. D'abord, il faisait mine d'ignorer le courtisan en question, ce qui le rendait malade d'inquiétude. Quelque temps après, celui-ci s'apercevait que son fils avait obtenu une charge fructueuse, que sa province était largement subventionnée ou qu'on lui faisait don d'un tableau convoité depuis longtemps. La générosité de Louis XIV n'avait pas de borne. Finalement, des semaines ou des mois plus tard, le roi finissait par demander à son débiteur le service qu'il visait depuis le début. Et celui-ci, naguère farouche opposant, avait perdu entre-temps toute son acrimonie. Une tentative de corruption pure et simple l'aurait rebuté. La tactique de la générosité était de loin plus astucieuse. Ce sol dur comme roc, dans lequel rien n'aurait pris racine, Louis XIV l'avait ameubli avant d'y semer.
Interprétation. Louis XIV avait compris que notre rapport à l'argent est profondément subjectif et dépend de mécanismes ancrés en nous depuis l'enfance. En effet, les sentiments complexes que nous éprouvons pour nos parents tournent autour du don. C'est pourquoi le don est ressenti comme un signe d'amour et d'acceptation, et cette composante affective est indestructible. Recevoir un cadeau, qu'il soit en numéraire ou autre, nous rend soudain vulnérables comme des enfants, désarmés, surtout si ce cadeau nous vient d'une personne incarnant l'autorité. Pour être le plus efficace tactiquement, le cadeau doit être inattendu. Il doit être remarquable, soit qu'il n'ait jamais eu de précédent, soit que les dispositions jusque-là peu amènes du donateur ne l'aient pas laissé présager. Plus vous faites de cadeaux, moins ils sont efficaces. Leurs bénéficiaires, monstres d'ingratitude, finissent par les prendre pour acquis, quand ils ne se vexent pas, croyant que vous leur faites la charité. Le cadeau unique, soudain tombé du ciel, ne gâte pas un enfant. Il le subjugue. Respect de la loi, exemple 5. Le marchand d'antiquités Fushimiya vivait au XVIIe siècle à Edo, aujourd'hui Tokyo. Un jour, il s'arrêta dans la maison de thé d'un village. Il y prit un thé et examina longuement la tasse dans laquelle il avait bu. Puis il l'acheta et l'emporta. Un artisan du village qui l'avait observé attendit le départ de Fushimiya et demanda à la tenancière de la maison de thé qui était cet homme. Elle lui répondit que c'était le plus fameux connaisseur d'antiquités du pays et qu'il négociait les achats pour le compte du seigneur d'Izumo. L'artisan se rua dehors, rattrapa Fushimiya et le supplia de lui vendre la tasse, qui avait certainement de la valeur si Fushimiya l'avait achetée. Celui-ci rit de bon cœur. « Ce n'est qu'une banale tasse de Bizen, » expliqua-t-il, « sans grande valeur. Je l'ai observée parce que la vapeur s'y attache de façon étrange, et je me demande si elle n'est pas fêlée. » Les adeptes de la cérémonie du thé s'intéressent à la beauté naturelle de ce genre de petits défauts insolites. Mais l'artisan insista tellement pour avoir la tasse que Fushimiya lui en fit cadeau. L'artisan montra l'objet à toutes sortes d'experts, qui l'estimèrent tous à une valeur dérisoire. Il persista, s'acharna et finit par négliger ses affaires, obsédé par la fortune qu'il croyait avoir en main. Finalement, il se rendit à Edo dans la boutique de Fushimiya. Le marchand, comprenant que sans le vouloir, il avait rendu cet homme fou en lui faisant imaginer que la tasse avait de la valeur, lui en offrit généreusement 100 ryos d'or. Il voulait délivrer l'artisan de son obsession sans qu'il ressente pour autant l'inutilité de ses efforts. Celui-ci le remercia et rentra chez lui. Bientôt la rumeur se répandit que Fushimiya avait racheté la tasse. Tous les antiquaires du Japon la voulaient, car une tasse qu'il avait payée 100 ryos en valait certainement bien plus. Il tenta d'expliquer les circonstances qui l'avaient conduit à cet achat, mais les négociants ne voulaient rien entendre. Fushimiya finit par se laisser fléchir et mit la tasse en vente. Au cours des enchères, 2 acheteurs enchérirent en même temps à 200 ryos pour la tasse. Chacun était convaincu d'avoir parlé en premier, et ils en vinrent aux mains. Dans la bagarre, ils bousculèrent la table. La tasse tomba sur le sol et se brisa. Du coup, la vente était close. Fushimiya ramassa les morceaux, les recolla et rangea la tasse dans un placard, croyant en avoir fini avec elle. Des années plus tard, le grand connaisseur de thé Matsuda Hirafumai, passant par là, entra dans sa boutique et demanda à voir la fameuse tasse devenue une légende. Il l'examina. « En elle-même, elle n'a pas grande valeur, » dit-il. « Mais un connaisseur de thé attache plus de prix à la valeur sentimentale et à l'histoire d'un objet qu'à sa valeur intrinsèque. » Il en offrit une somme énorme. Une tasse des plus ordinaires, brisée et recollée par-dessus le marché, était devenue l'un des objets les plus célèbres du Japon. Interprétation.
Cette anecdote montre d'abord un aspect essentiel de l'argent. Ce sont les hommes qui l'ont créé et ce sont eux qui lui donnent du sens et de la valeur. En outre, qu'il s'agisse d'objets ou d'argent, le plus important reste les sentiments et les émotions qui leur sont attachés. C'est ce qui les rend désirables. La leçon est simple. Plus vos cadeaux et vos gestes de générosité jouent sur les sentiments, plus ils vous octroient de puissance. L'objet ou le concept qui joue sur le registre des émotions et parvient à faire vibrer la fibre sentimentale a plus de pouvoir que l'argent que l'on dilapide dans un cadeau coûteux mais dénué de vie. Respect de la loi, exemple 6. Akimoto Suzutomo, riche adepte de la cérémonie du thé, confia un jour 100 ryos d'or à son page pour acheter un bol à thé mis en vente par un certain marchand. En voyant le bol, le page se dit qu'il devait valoir moins que cela et marchanda âprement. Il l'obtint pour 95 ryos. Plusieurs jours plus tard, après que Suzutomo eut commencé à utiliser le bol, son page lui raconta fièrement à quel prix il l'avait eu. « Quel ignare tu fais !» observa Suzutomo. « Un bol de thé vendu 100 ryos d'or ne peut être qu'un souvenir de famille. S'il est à vendre, c'est que son propriétaire est dans le besoin. Dans ce cas, il espérait trouver quelqu'un qui l'achète pour 150 ryos d'or. Tu es un goujat, tu profites de la situation. En plus, un bibelot acheté 100 ryos vaut la peine d'être mis en valeur. Mais 95, cela fait minable. Range ce bol, je ne veux plus le voir. » Le bol fut serré au fond d'un placard, pour n'en plus sortir. Interprétation. Lorsque vous marchandez, peut-être économisez-vous 5 sous, mais le désagrément que vous causez et l'impression pitoyable que vous donnez en coûtent à votre réputation. Or, pour les gens de pouvoir, leur réputation n'a pas de prix. Apprenez à payer le prix. Cela vous économisera bien des tracas. Respect de la loi, exemple 7. Un certain jour du début du XVIIe siècle au Japon, un groupe de généraux se distrayait à l'approche d'une bataille importante en disputant un concours. Il s'agissait de reconnaître à l'odeur différents types d'encens. Chaque participant misait un prix pour les gagnants. Arcs, flèches, sels et autres objets appréciés par les guerriers. Le grand seigneur Date Masamune passait par là. On le convia à participer. Il offrit la calebasse qu'il portait à la ceinture. Cela fit rire, car personne ne voulait gagner un objet aussi insignifiant. Finalement, un domestique accepta la gourde. Le jeu touchait à sa fin, et les généraux discutaient devant la tente quand Masamune se présenta, monté sur son magnifique étalon. Il en fit cadeau au domestique. « Tiens, dit-il, un cheval est sorti de la calebasse. » Abasourdis, les généraux regrettèrent alors leur mépris pour la gourde. Interprétation. Voici ce que Masamune avait compris. L'argent donne à son détenteur la possibilité d'offrir du plaisir aux autres. Plus vous en offrez, plus vous vous attirez l'admiration. En faisant sortir un cheval d'une calebasse, vous démontrez votre pouvoir avec éclat. Image, la rivière. Pour vous protéger ou protéger vos biens, vous construisez un barrage. Mais les eaux croupissent et deviennent pestilentielles. Seules des créatures immondes se développent dans les eaux stagnantes. Rien ne bouge. Aucun échange n'est possible. Détruisez le barrage, l'eau courante apporte abondance, richesse et pouvoir. Il faut que la rivière périodiquement déborde pour être bénéfique. Autorité. Avaricieux sont en peine et ne dorment jour de semaine. Nonobstant, ils ne peuvent qu'air ne seigneurie, ne grand air, dont ils fassent leur volonté, car ils n'ont pas d'amis plantés. Mais qui ami voudra avoir, chier ne doit avoir son avoir,
Ins parbo dons amis doacer, car c'est la vertu de son air. Comme la pierre d'aimant attracte le fer subtilement, ainsi attracte le cœur des gens. Guillaume de Lorris, vers 1200-1238, le roman de la rose. A contrario, les gens de pouvoir n'oublient jamais que ce qui est gratuit est suspect. Les amis qui vous offrent leurs services sans demander de paiement en échange exigeront un jour bien davantage que vous ne les auriez payés. Quant au marchandage, il complique les transactions et abaisse les deux protagonistes. Sachez payer et payez bien. Prenez garde. Le contre-pied de cette loi offre maintes occasions d'escroquerie et de tromperie. Le leurre de l'argent facile est le fonds de commerce de l'escroc. À ce jeu, nul ne pouvait battre le plus grand escroc des temps modernes, Joseph Weil, dit The Yellow Kid. Ces escroqueries n'étaient possibles que grâce à la cupidité humaine, et il le savait. Le désir impérieux d'obtenir quelque chose pour rien, écrit-il, a coûté très cher à beaucoup de ceux qui m'ont fréquenté, moi ou d'autres escrocs. Lorsque les gens apprendront, mais je doute qu'ils le fassent jamais, que l'on n'a rien gratis, la criminalité diminuera et nous vivrons bien plus en harmonie. Au fil des ans, Weil imagina 1000 façons de proposer de l'argent facile à ses victimes. Il distribuait des terrains gratuits. Qui résisterait à une telle offre? Puis les récipiendaires apprenaient qu'il leur fallait payer 25 $ pour enregistrer la vente. Puisque le terrain était gratuit, cela valait bien 25 $, non? Et Yellow Kid d'empocher des milliers de dollars en faux enregistrements, en échange de faux actes notariés. Ailleurs, c'était une course de chevaux affirmée gagnante, ou des actions qui, en quelques semaines, allaient prendre du 200%. D'une fable à l'autre, il s'amusait à observer l'émerveillement de ses victimes à la perspective de tant d'argent pour rien. La leçon est simple. Appâtez vos proies par la promesse d'argent facile. La plupart des gens sont paresseux. Ils voudraient que l'argent leur tombe tout droit dans le bec sans rien faire. Pour une mise de fonds minime, faites-leur miroiter des millions. La spécialité de P.T. Barnum sur ses vieux jours. Multiplié par des milliers de victimes, cela vous rapportera une jolie fortune. Lorsque vous les aurez appâtés, vous pourrez les duper encore plus, car la cupidité les aura rendus aveugles à tout le reste. Et comme disait Yellow Kid, une bonne partie du plaisir est d'offrir une leçon de morale. La cupidité ne paie pas.